Et 2 cocktails boulegs pour les balles marionnettes. 2. C'est moi ou tout le monde parle de politique ces temps-ci? Bah normal, c'est bientôt les élections municipales. Tu savais pas? Ah ouais, c'est vrai. Je t'avoue, j'avais pas fait trop gaffe. Vous devriez vous tenir au courant. C'est important l'engagement citoyen, vous le savez. L'engagement citoyen? Enfin, tu vas pas me dire que ça non plus, tu sais pas ce que c'est. Si, attends, ça me parle. On avait une intervention là-dessus une fois il y a longtemps. C'est pas un genre de camp de vacances. On s'engage ensemble et on part dans une ville et on fait des trucs. Citoyens, un truc comme ça, non? T'y es pas du tout. Fais pas semblant de savoir si tu sais pas vraiment. Ouais, bon, j'ai essayé, ok, je pensais que c'était ça. Explique-toi, si t'es si malin. Bah, pas de problème. Alors, l'engagement citoyen, c'est plutôt le principe de... Comment t'expliquer? Tu vois, faire des biscuits avec ta grand-mère le samedi, ou alors arroser ses plantes tous les matins, et ce genre de truc... Enfin, du coup, c'est plus... Enfin, c'est moins que ce que tu... Qu'est-ce que je crois? Je veux dire, comme quand tu deviens végétarien, ou par exemple, tu prends plutôt des produits bio quand tu fais tes courses, et tu vois, dans ta vie, ça... T'es sûr de ton coup, là? Bah... On peut peut-être demander à quelqu'un du bar. Ouais. Attendez. Mais je vous connais. Ah, j'y suis. Vous êtes les célèbres marionnettes qui passent sur Boulegs TV. Attendez, Hey. me dites pas votre nom, ça va me revenir. C'est... Marsa... Ah, j'y suis plus. Je pense que je vais vérifier. Et toi, tu t'ennuies? Tu ne trouves pas de but dans ta vie? Tu as besoin d'être créatif. Tu aimes le théâtre, la vidéo, les marionnettes. Alors, les Massalia Web Trotters sont faits pour toi. Viens découvrir l'univers de ces jeunes artistes qui t'attendent au théâtre Massalia pour vivre d'incroyables aventures web marionnettiques. Avec un leader hors du commun. Ah mais moi je ne fais ça que pour l'argent. Un niveau quasi professionnel. Une équipe mature. C'est un gars, il rentre dans un bar et il fait « Salut, c'est moi !» Et en fait, c'était pas lui. Et qui respire la joie de vivre. Ah mais moi je suis super content d'être là. Ah, c'est ça, les Massalia Web Trotters. J'y étais presque. Ben, ouais, c'est bien nous. C'est grave la classe, en fait. Du coup, pour en revenir à l'engagement citoyen, t'en saurais pas un peu plus, toi? L'engagement citoyen... Bah, c'est vague comme question. Pour moi, ça serait d'abord, je sais pas, fabriquer le commun, faire le commun. Est-ce que vous connaissez le Transiscope? Non, là, pour le coup, non. Ben, en fait, c'est un portail web qui reprend l'idée de Google Maps où sont répertoriées toutes les initiatives de la transition. Par exemple, vous cherchez une association qui fait, je sais pas, de la vidéo au hasard dans le 3e arrondissement de Marseille. Vous zoomez et pam, vous tombez sur Boulegs TV. Incroyable, non? Et si vous avez aussi des initiatives à proposer, vous leur écrivez et eux s'occuperont de les répertorier pour vous. Et ce qui est génial, c'est que tous les lieux alternatifs ou les lieux tiers sont répertoriés sur cette carte. Mais je ne suis pas le plus calé pour en parler. Peut-être que je devrais demander à des gens qui pourraient nous en parler. Attendez, je vérifie. Ah, Yael, Nicolas, vous pouvez nous en parler? Bonjour. Salut. Parfait. Donc, déjà, comment vas-tu, Yael? Mais ça va très bien. Super. Ben, je te laisse te présenter. Je suis membre active de la Déviation. C'est un lieu à l'Estac de recherche et de création artistique. Voilà, on est tout au bout du chemin de la Nerte, on est une association et on a racheté les locaux le 19 avril dernier. Et donc c'est une propriété d'usage. Très bien. Et donc, est-ce que ça fait de la Déviation un lieu alternatif? Mais oui. Enfin, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit par alternative, de tenter de faire autrement, de faire avec d'autres moyens, ou en tout cas de se réapproprier des moyens de production, de diffusion, et surtout, le premier désir à la Déviation, qui est né il y a 5 ans, c'est de se réapproprier un temps. Donc le temps
qui existe entre le désir de faire et les moyens de le faire. Et donc voilà, que ce temps ne soit pas rallongé, que les moyens de production soient rendus aux artistes. Et donc c'est pour ça que c'est surtout un lieu qui accueille des résidences et des événements et nous-mêmes artistes. Et donc l'alternative première qui existe à la déviation, c'est vraiment... donc il y a cette résistance face à la marchandisation de l'art. Voilà, c'est la première résistance. Et la deuxième, du coup, c'est la résistance face à la privatisation. Et donc c'est pour ça qu'on est passé en propriété d'usage. Mais ça prendrait du temps de parler de la propriété d'usage et... Ok, super, top. Et qui sont les acteurs de ce lieu? C'est les artistes eux-mêmes. C'est un lieu qui est créé pour des artistes et donc c'est tenu par des artistes qui ont construit leur théâtre, leur salle de danse, leur studio de musique. Chaque espace à la déviation se construit selon l'usage dont l'artiste a besoin. Et là, il y a un membre qui est arrivé à la déviation il y a 1 an et demi, qui est cinéaste et qui a... créé un long métrage et donc il avait besoin d'une salle de montage. Il a créé sa salle de montage, il a posé son matériel dedans et puis il a fait le montage de son film. Voilà, donc c'est quelque chose qui se transforme toujours selon l'usage qu'on en a. Ok, et est-ce que tu peux nous parler des projets qui sont menés en ce moment? Les projets sont menés de façon singulière par chacun des membres de la déviation. Et donc, il y en a beaucoup. Comment vous communiquez pour connaître un peu mieux ces événements? Ah bah oui, il y a un site internet, on est sur le Ventilo, on apparaît quand ça fonctionne sur le Vortex. Il y a une newsletter, quand on passe nous voir à la déviation, il y a une adhésion à prix libre, à peu près où vous pouvez choper les infos, quoi. Ok, super, je te remercie Yael. Je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde ce qu'est la déviation. Nicolas? Je suis Nicolas et je suis investi depuis 1 mois dans un grand projet en création qui s'appelle La Base, pour base d'action sociale et écologique, donc qui est un lieu alternatif qui est en train de se monter et qui part d'un constat qui est que les associations et les collectifs militants et engagés n'ont pas de lieu pour organiser leurs événements et leurs réunions de façon gratuite ou de façon facile. Il y a un manque de lieux à Marseille. Et aussi qu'il y a une difficulté à créer de la convergence à la fois entre les mouvements, par exemple le mouvement climat ou les mouvements sociaux, et entre ces mouvements, par exemple entre le climat, les mouvements féministes, les mouvements sociaux, etc. Cette base, est-ce que tout le monde peut y participer? Comment ça fonctionne, la participation? Alors bien sûr, donc, le lieu est en cours de création, donc c'est un peu compliqué, mais on a besoin de pas mal de monde. On est en train de construire la gouvernance du lieu, c'est une gouvernance qui va être construite tous ensemble, avec tous les gens qui sont volontaires. On a besoin de personnes pour faire la communication, donc on a des réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur La Base Marseille, donc sur tous les réseaux sociaux. Et on a aussi lancé un financement participatif pour réaliser les travaux. Donc là, on est à peu près à la moitié, on est à peu près à 50% sur les 20 000 € qu'on demande et vous pouvez y contribuer si vous êtes intéressé. Ok. Et qu'est-ce que sera dans le futur ce lieu? Alors ce lieu, je ne l'ai pas dit, mais il est situé au cœur des Chartreux, donc c'est 3 rue Pierre Roche, donc à 2 pas du métro. Et en fait, on l'a implémenté à cet endroit-là aussi parce que c'est un quartier qui est pas trop engagé sur les thématiques climatiques ou autre. C'est une population plus familiale, plus précaire, qui est des populations qu'on a plus de mal à trouver. Et justement, on trouvait ça intéressant d'essayer de s'adresser à cette population-là. Et donc, on espère que ce lieu va devenir un vrai lieu de vie, qui soit à la fois engagé, autogéré, et fait à la fois pour les collectifs qui y participent, mais aussi pour les habitants du quartier, pour redonner un peu vie à ce quartier. Bien. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en place de ce projet? Alors, dans la phase de préparation, là, on a une grande problématique, mais ça nous tient vraiment à cœur, c'est de faire un lieu qui soit le plus inclusif possible, et notamment de mettre aux normes pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, donc avec des toilettes adaptées, des portes adaptées, et évidemment un lieu qui respecte les règles en termes de sécurité et d'incendie.
Donc ça demande pas mal d'énergie, pas mal de compétences et pas mal d'argent. C'est pour ça qu'on lance ce financement participatif. Et voilà, et après c'est d'ici la fin du mois et début avril, parce qu'on vise une ouverture mi-avril, c'est besoin de bénévoles pour les finitions, la peinture, l'aménagement, etc. Et évidemment, une fois que c'est lancé, que tout le monde vienne y participer et faire vivre ce lieu, notamment l'espace bar, buvette, qui va être une des façons donc, pour nous de faire de l'argent et de proposer des salles de réunion, de conférences, de débats gratuitement pour les associations et les collectifs. Un petit cocktail bouleg ? Avec plaisir. Super. Ben, toutes ces discussions, ça m'a fait penser à un lieu qui vient juste d'ouvrir dans le quartier de la Belle de Mai, qui s'appelle Local, et qui est une épicerie paysanne. Et alors, ce qui est génial avec les épiceries paysannes, c'est que ça favorise les circuits courts, les produits biologiques. Mais je pense que d'ailleurs, il doit y avoir un reportage qui passe à la télé sur ça. Aujourd'hui, dans Totalement Vrai, nous rencontrons Julie, paysanne, consommatrice et productrice éclairée. Allons à sa rencontre. Ah mais bon, je t'explique le problème. C'est que les gens, en hiver, ils veulent manger des tomates. Mais en hiver, les tomates, ça pousse pas. Ça pousse pas. Oh Fatch, tu viens d'où toi? On m'a arraché de ma branche. Un matin, je me libère. J'ai pris le bateau à Tripolis jusqu'à Chypre. De là, j'ai pris l'avion et je suis arrivée ici. Du coup, j'ai un bilan carbone, je te raconte pas, hein. Et j'ai tout fait en plus. On m'a mis dans des sacs plastiques, je vois pas le jour. Je suis peut-être pas chère, mais je peux te dire, je suis plus consommable. Pour ça, je le dis, il faut manger local, parce que sinon après, on a des fruits qui font des kilomètres et qui manquent de vitalité. Et puis, il faut soutenir l'économie paysanne. Elle est là, l'initiative citoyenne. Aider le voisin et manger malin. Fabrice, fait une reconversion, j'avais pas du tout le même job avant. J'ai décidé d'ouvrir une alimentation paysanne ici dans le quartier de la Belle de Mai, parce que ça manquait un peu, quoi. Et pourquoi local? L'idée en fait est relativement simple, c'est qu'on va tabler sur deux choses, le fait qu'on fait des produits locaux et dans le local qu'on utilise, on veut créer un lieu de vie pour que les gens ne soient pas juste de passage dans notre épicerie, mais puissent y passer un peu de temps, se rencontrer, discuter et ainsi de suite. Vous faites de la restauration que le midi? On fait de la restauration que le midi, en partenariat pour l'instant avec la Marmite Joyeuse, parce qu'on ne va pas cuisiner sur place, si ce n'est des salades, parce qu'on a tout pour faire des salades et ainsi de suite, mais tout ce qui est chaud ne sera pas fait sur place. C'est quoi un circuit court? Circuit court, en fait, c'est maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Mais ça peut être un produit qui vient de l'autre bout de la planète. Épicerie paysanne, vous travaillez avec des paysans? Ouais, on travaille qu'avec des paysans. Alors pour tout ce qui est fruits et légumes, on est sur la charte de l'association Filière Paysanne, avec un rayon de 80 km depuis le point de vente. Et qu'est-ce qu'ils gagnent les paysans? Dans la charte, justement, on ne négocie pas les prix qu'ils nous demandent de payer. Et on a un maximum de marge, x2 je crois. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet? Moi c'est une petite aventure. Moi je suis assez curieux. Vous connaissez l'alimentation paysanne qui se trouve à la rue Léon Bourgeois. Donc j'avais ce local qui était à disposition. J'y ai greffé mon concept. Comment ton projet,
épicerie elle arrive à s'insérer dans le quartier du 3e arrondissement? Il y a un certain nombre d'acteurs du quartier qu'on a contactés. Jardin Levaque, qui a un jardin partagé, Jardin de Gibraltar, le théâtre du Gyptise qui est à côté. C'est un quartier qui a une grosse dynamique associative, justement. De voir avec ces différents acteurs, de présenter notre concept et puis éventuellement de faire sortir des projets avec eux. Et là, ce matin, il y avait des gens du quartier qui sont venus? Ouais. Principalement des gens du quartier, effectivement, qui sont venus manger. Est-ce que c'est un engagement citoyen? C'est un engagement effectivement citoyen, mais parce que je travaillais effectivement pas du tout dans le même secteur, j'étais ingénieur dans l'industrie, je travaillais dans les mines. Et non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à créer des initiatives, à essayer d'avoir un impact sur la façon dont on vit avec ce genre d'initiatives, en proposant des solutions qui ne sont pas du tout multinationales et un gros sabot, quoi, on va dire. Donc c'est ça un engagement citoyen? C'est un peu plus clair, mais bon, ça reste encore brouillon. Hein. Garçon, tu nous mettrais pas le jeu Un café pour un champion? Ça va commencer là. Minute papillon. Hein. Je le mets, mais ça risque de déranger les clients. Alors, si je le mets, je veux que tout le monde participe. C'est très simple. Il vous suffit d'envoyer Boulec TV 061 au numéro qui est affiché. Question. Alors, le budget participatif, c'est de l'argent alloué par les collectivités pour A. Réaliser les projets proposés et votés par la municipalité, réaliser les projets proposés et votés par les citoyens non élus, réaliser les projets du gouvernement ou le nouvel album de Jul. Bon, elle est facile celle-là. Ouais, elle m'a très facile. Ou ce que vous avez plutôt choisi. D'accord, très bien. Donc à 63%, c'est réaliser les projets proposés et votés par les citoyens non élus. Et la bonne réponse est félicitations. Mais cette première question était un peu facile. Je pense qu'on va augmenter le niveau, non? Quand même. Deuxième question. Le principe du budget participatif est A. Vous décidez et nous, collectivités, réalisons. Vous travaillez et nous, collectivités, payons. Ou réponse C. Vous vous engagez et nous reposons. Ouais, effectivement, c'est un peu plus compliqué de suite. J'ai une petite préférence pour la réponse C. Je sèche un peu. Hein. Oh, c'est plutôt serré entre la B et la C, mais vous avez choisi à la majorité la réponse A. Et effectivement, vous êtes trop fort, c'est Café Intello. Les budgets participatifs ont été créés pour A. Développer la participation des citoyens, recréer du lien et retisser du lien de confiance avec le politique, un peu long. B. Assurer à la mairie que les citoyens vont bien. C. Sensibiliser les citoyens à l'écologie. D. Aider la paysanne Julie et sa pomme qui parle. J'ai envie de dire que la réponse était dans la question. Hein. La dernière est évidente. Hein. Voyons ce que vous avez choisi. Oh. Je vois que vous êtes solidaire avec la paysanne Julie. Donc la bonne réponse c'est bravo aux 44% qui avaient choisi la réponse A. Et je peux faire une petite anecdote, je suis content. C'est vrai qu'en juin dernier, la métropole de Marseille a lancé une expérimentation autour de la mise en place d'un budget participatif. La Belle de Mai fait partie des 2 tests. Il y a eu ensuite un appel à projet, 400 habitants ont participé et à la fin, c'est la municipalité qui tranche pour les projets qui lui sont qu'elle préfère, on va dire. À Marseille, parmi les projets financés dans le cadre de ce budget participatif, on retrouve réponse A, embellir le passage Léo Ferré, création
d'une mosaïque sur le mur du théâtre Toursky par l'OCCE de l'école maternelle Édouard Vaillant, des mots en action, atelier socio-linguistique par l'association Motamo, ou c'est la réponse C. Eh ben dis donc, tout le monde a séché sur cette question. C'est pas grave. Mais je vais vous donner la bonne réponse, c'était les deux premières. Mais du coup, peut-être qu'on devait demander, vu que nous sommes juste à côté de la Belle de Mai, il doit y avoir quelqu'un qui a participé à ce budget participatif dans la foule. Sophie, tu es là? Ah, elle est là. Bon, traditionnelle question Boulet, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même? Très bien, merci. Donc Sophie, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet pour lequel tu as été choisie, ou plutôt ton association? Voilà, moi, mon association, elle s'appelle l'Association des Amis du Jardin Leva. Alors, pour parler de l'association, il faut d'abord parler du Jardin Leva. Donc, le Jardin Leva, c'est un ensemble qui est un couvent et un jardin qui était complètement fermé au public jusqu'à présent. C'était un couvent dans lequel étaient les sœurs victimes du Sacré-Cœur de Jésus qui l'ont quitté en 2016. La mairie a donc préempté ce lieu et l'a confié à une association qui a installé une résidence d'artistes, pour qu'elle y installe une résidence d'artistes. Du coup, le lieu était très peu ouvert au public et il y a un collectif d'habitants sur la Belle de Mai qui militait pour son ouverture plus largement sur le quartier, un quartier, comme on le sait, qui est complètement privé d'espaces verts. Il faut savoir que le Jardin Leva, c'est quand même 17 000 m² de jardin. Il y a des jardins partagés, comme en parlait le monsieur de Local, mais il y a aussi un verger, il y a une prairie, enfin c'est très très grand. Du coup, voilà. Et du coup, pour mettre un pied dans la porte, on nous a demandé, ce collectif d'habitants lui a demandé de se constituer en association pour pouvoir avoir accès au jardin, signer une convention avec l'association à qui on avait confié la gestion du couvent. Et du coup, c'est comme ça que sont nés les Amis du Jardin Leva, dans le but de favoriser l'ouverture au plus grand nombre de ce jardin et de soutenir toute initiative proposée par les habitants de la Belle de Mai sur ce jardin et des autres usagers du jardin aussi. Voilà. D'accord, et très bien. Et comment est-ce que vous avez été bénéficiaire du budget participatif? Alors le budget participatif, en fait, on l'a découvert un peu par hasard. Il se trouve qu'au début de cette année, enfin non, à la fin de l'année dernière plutôt, en fait notre association a grandi très vite, il y a eu un grand intérêt et on s'est retrouvé un peu débordé à court de moyens bénévoles. Je parlerai un peu plus de nos actions après, à court de moyens un peu bénévoles pour répondre aux besoins, aux demandes et aux attentes des habitants. Et du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être chercher un peu de subventions pour pouvoir engager, enfin en tous les cas, payer quelqu'un pour nous aider. Et on comptait poser une demande à la politique de la ville pour une subvention. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait le budget participatif, dont la photo sur la brochure était une photo du Jardin Leva. Donc on s'est dit que ça tombait à pic. Et c'est comme ça que voilà, les choses se sont faites. D'accord, très bien. Ben, je te pose la question, quelles sont vos actions? Alors du coup, nos actions, il y en a plusieurs. On a d'abord, au sein du Jardin Leva, il faut d'abord savoir, ce que je veux dire, c'est qu'on est une association qui est ouverte à toutes et à tous. Voilà, c'est à prix libre, l'adhésion est à prix libre, c'est ouvert à tout le monde. Donc au Jardin Leva, on a une parcelle de jardinage partagée, une parcelle collective, où on jardine tous ensemble. On a aussi des îlots en permaculture. On aide les scolaires, parce qu'il y a les enfants de l'école Cadenas qui viennent jardiner sur encore une autre parcelle, et du coup, on anime des ateliers avec eux. Ensuite, on a créé une grainothèque et une bibliothèque partagée. Voilà. Ensuite, comme je disais, nous, on milite pour l'ouverture du jardin le plus possible au public et donc sur son quartier. Et du coup, on assure des ouvertures bénévoles au public. Là, on fait un dimanche par mois. Parfois, on fait des événements festifs. L'année dernière, on a organisé un grand couscous à l'occasion de notre assemblée générale. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'implique dans la gestion de ce jardin. Et notamment, on essaye aussi de soutenir l'implication des habitants dans la concertation sur son avenir et sur ce qui va devenir par la suite, puisque pour l'instant, on est dans le cadre d'une occupation temporaire du jardin.
D'accord, très bien. Et juste, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, une grainothèque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Une grainothèque, c'est en fait un endroit où tout le monde peut venir déposer et prendre des graines. C'est-à-dire que voilà, si tu as envie de faire pousser des choses chez toi, mais tu n'as rien pour commencer, tu peux venir au Jardin Leva. Il y a des petits tiroirs, il y a une grainothèque. Parfois, on la sort, parfois, on fait des événements autour de ça. Et dedans, il y a des graines qui sont à disposition de tout le monde. Pareil, si tu as récolté des super tomates et que tu as plein de graines et que tu as envie de les partager, bah, tu peux venir les déposer là. Voilà. Ça permet des échanges avec les autres jardins partagés, mais aussi avec des particuliers qui ont envie de déposer et de trouver des graines. Voilà. Donc c'est sur le principe de l'échange. C'est sur le principe du libre-échange, oui, voilà, complètement. Très bien. Et je vais te poser une dernière question. Enfin, de l'échange, tu peux prendre quelque chose et ne rien donner, quoi. C'est sur le principe de... Voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave, je t'en voudrais pas trop. Une dernière question, pour en revenir au budget participatif. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le principe du budget participatif? Alors, c'est pas une question très facile parce que c'est assez nouveau, c'est pilote comme tu le dis à Marseille. Moi, ce que je peux en dire, parce que du coup, je veux dire, nous, on a été du côté des dossiers, on a moins été du côté de la prise de décision, etc. Mais je connais des gens qui étaient des parents d'élèves. Il y a eu beaucoup de parents d'élèves qui ont été impliqués apparemment. Tu parlais de 400 personnes. Je sais que moi, les échos que j'en ai eus, c'est qu'en fait, au final, en dernière instance, dans le vote qui a été fait par les habitants, il n'y avait pas tant de personnes que ça qui étaient mobilisées. Donc peut-être que ça peut être une amélioration. Comment on engage plus les habitants dans ce budget participatif. Et après, au-delà de ça, de toute façon, si on parle de participation des habitants à la fabrique de leur ville et à la politique, le budget participatif, c'est même pas la partie immergée de l'iceberg, c'est une toute petite chose. Et il y a encore, il y a un énorme travail à faire pour réimpliquer les Marseillais dans la politique et la fabrique de leur ville. Je sais pas, voilà. L'engagement citoyen, c'est des initiatives collectives, si je comprends bien. Moi, tout seul, je peux pas faire grand-chose. Bah, si, bien sûr qu'il y a des trucs à faire en solo. Bah, voter par exemple. Ouais, de toute façon, les marionnettes n'ont pas le droit de vote, alors ça sert même pas à rien d'en parler. Je peux avoir un cocktail? Mais attends, mais c'est vrai? Mais c'est scandaleux! Ouais, calme-toi. Mais je me calmerai quand on reconnaîtra nos droits? Non mais c'est dingue ça. Révolution! Tu vas pas un peu fort là? Peuple de Marseille! Suivez-moi pour réparer une terrible injustice! Mais arrête, tout le monde nous regarde. Parfait. Tous avec moi! Les injustices, y en a marre! Les marionnettes au pouvoir! Mais t'es pas fou, non? Ouais. Mais ça va bien, qu'est-ce qui vous arrive d'un coup là? Monsieur, mais je voulais juste reprendre un sirop, moi. Le droit de vote aux marionnettes! On n'est pas là pour faire la fête! Les humains sont mégalos, plumes ou fourrure, tous égaux! Wouh! Je crois qu'on l'a perdu. En chair et en mousse, on veut le droit de vote pour tous! Yeah! Wow. On va se calmer un petit peu, vous dérangez tout le monde, on passe un bon moment, on est bien. Mais vous savez, il n'y a pas seulement que le vote qui permet de s'exprimer. Il y a aussi ce qu'on appelle les assemblées populaires locales qui deviennent de plus en plus communes, qui se démarquent. Ça me fait penser par exemple que le collectif ETC a mis en place une agora mobile et, magie, on a sur nos magnétoscopes un vieil enregistrement d'une exposition photo. Mais qu'est-ce qui se passe au 51 rue Paul Arène en ce moment là? C'est le collectif ETC qui a organisé une semaine d'ateliers de construction. Le collectif ETC. Ouais, c'est un groupe d'architectes constructeurs installés à l'ambassade du Turfu dans le quartier de la Belle de Mai. En fait, l'ambassade du Turfu, c'est un espace partagé qui accompagne des groupes dans différentes actions et aide des associations à monter des projets. Les productions du collectif prennent des formes variées et sont en permanence re-questionnées. Études urbaines ou architecturales, chantiers collectifs, scénographie, production vidéo, etc. Ok, je crois avoir vu leur bureau sur la place Cadena. Mais pourquoi ils font un atelier de construction à Paul Arène? Pour construire le Papomo. Le Papomo, c'est une douche écolo? Mais non, c'est l'abréviation de Parlement populaire mobile, une agora mobile sur roue. Elle a pour vocation d'être un outil pour tous ceux qui souhaitent prendre la parole dans l'espace public, sortir des cercles confidentiels de réflexion, dépasser un entre-soi. C'est pour que la parole, les idées, les expériences circulent publiquement et librement. Du coup, elle peut être utilisée pour des rassemblements, des spectacles, des concerts, des projections. Oh super, mais du coup, tout le monde peut participer à la construction? Oui, du coup, les participants ont travaillé le bois, le métal, et ils ont aussi fait de la sérigraphie pour décorer le Papomo. Attends, mais une agora mobile dans l'espace public, ça me parle. Je crois en avoir déjà vu une quelque part à Marseille.
Le collectif, on avait déjà construit une en bois il y a quelques années. Elle a été détruite il y a un peu plus d'1 an à la plaine. Elle avait été mise à disposition des manifestations publiques au commencement des travaux sur la plage Jean Jaurès. Au petit matin, un groupe mandaté par les services de la ville et protégé par des CRS l'a tronçonnée en 1000 morceaux. Oh là là, ça devrait être celle-ci alors, hein. Mais quelle histoire! Et du coup, que va devenir le Papomo? C'est le collectif qui va la garder? Son devenir, en fait, il est multiple et ça dépend de ceux et celles qui le sortiront de sa remorque. L'idée, c'est qu'il soit utilisé par la société civile, donc tout le monde peut proposer de s'en servir. Par exemple, ce dimanche 8 mars, il sera probablement aux alentours de la Canebière pour la grève féministe. Et son inauguration aura lieu très prochainement. Attends, mais ça me fait penser à un extrait d'un entretien de Julien Coupat dans le journal L'Obs. C'était en mai 2015. Attends, il faut que je te retrouve ça. Pour savoir réellement ce que pensent les gens, il n'y a guère d'autre moyen que de reprendre physiquement l'espace public et de se confronter en assemblée ouverte. Ça me fait penser un peu à ce qui se fait dans le 3e arrondissement de Marseille, qui s'appelle les tables de quartier, où justement les habitants sont réunis pour pouvoir parler de leurs problèmes, de ce qu'ils veulent, de leurs besoins. Et ces problèmes sont remontés directement à la mairie. Et j'ai pu assister à une de ces tables de quartier où on a parlé de l'affaire de l'école Ruffi. Et nous avons un parent d'élève de l'école de Ruffi parmi nous. Voilà. Pas tout pour toi là. Bonjour Bouleg. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette affaire de l'école Ruffi? Oui, bonjour. D'abord, je m'appelle Soifeni. Merci de le demander. Je préfère mettre des titres. Non, cette affaire de l'école Ruffi, elle est assez étonnante parce que c'est une école préfabriquée. Ça fait 15 ans qu'elle est préfabriquée. Et notre charmant maire, monsieur le maire, a posé la première pierre avec la directrice de cette école Ruffi, de l'ancien. Voilà. Et aujourd'hui, au dernier moment, ce qu'il y a eu, il y a eu un conseil qui a été voté en catimini. Heureusement qu'on a été au courant. On a manifesté un matin là, à côté de la mairie pour leur faire comprendre notre mécontentement. Il y avait quelques parents d'élèves, il y avait nos enfants aussi pour leur montrer que c'est surtout pour la sécurité. Ce n'est pas parce que c'est un préfabriqué, c'est surtout pour la sécurité. Parce qu'on a une petite qui est en chaise roulante, elle passe par l'aire de marchandises. C'est pas un Sodexo la petite. Donc voilà, et je ne les remercie pas d'ailleurs, Sodexo, en même temps. Il y a un problème de sécurité, il y a eu un plafond qui est tombé quand même, il y a un problème de fuite, l'alarme incendie n'a pas fonctionné pendant 2 ou 3 ans quasiment, donc quand on a commencé à faire un peu de bruit, comme par hasard, ils ont réparé l'alarme incendie, c'est chouette ça. Donc aujourd'hui, on les voit débouler, tous ces politiciens charmants au dernier moment, parce que bientôt c'est les municipales, ils ont besoin de notre carte électeur. La mienne, je la garde dans la poche. Donc voilà pour l'instant. Et ils sont venus pour nous proposer soi-disant des solutions. Quelles sont ces solutions? Les solutions, soi-disant, elles sont très mauvaises, ce qu'ils nous proposent. D'abord, quand ils ont voté ce qu'ils appellent une sectorisation. À la base, il y a une nouvelle école qui est construite, qui normalement, tous les élèves doivent intégrer cette école. C'était une obligation au départ, c'est ce qu'il avait dit monsieur le maire. J'ai envie de dire autre chose, mais je me retiens. Au dernier moment, ils ont voté ça, ils ne peuvent pas intégrer. Ils ont voté une sectorisation. Donc, sur 20 classes, même si on mettait tous les élèves de là-bas, il resterait 3 classes de libre dans la nouvelle école. Et pourquoi il faut une sectorisation? C'est une histoire commerciale. C'est juste une histoire d'argent. C'est que ça. Un immeuble va être construit, donc c'est promis, c'est un truc qui s'arrange sous la table, comme on dit. Celui qui achète un appartement, son enfant aura droit d'avoir une place à cette nouvelle école. C'est pas normal. Non, c'est vrai que c'est pas normal, c'est sûr. Et j'ai entendu dire aussi que cette affaire avait fait beaucoup de bruit, elle avait été relayée notamment par Mediapart et d'autres médias. Est-ce que ce genre d'action vous aide? Ça nous aide beaucoup et c'est pas assez. On a besoin de tout le monde.
On a besoin de tout le monde. On a besoin de parents d'élèves. On a besoin de ceux qui ne sont pas parents. On a besoin des enfants qui viennent manifester quand ça doit se faire, parce que c'est juste une question de sécurité. Moi, j'avais dit à un politicien, ça ne sert à rien de venir quand il y a un plafond qui s'est écroulé sur un enfant pour aller l'enterrer et dire « Oui, c'est un enfant dans la République, on le regrette ». Ils savent tout ce qui se passe. Pardon. Il y en a qui parlait de l'amiante. J'ai oublié de signaler. L'amiante, ça, j'étais pas au courant. Merci de le signaler, tonton. C'est encore un problème de plus, hein, donc... Donc, c'est pas que cette école, mais de partout, c'est pareil. Hein. Mais dès qu'il y a une histoire d'argent, ils s'arrangent pour faire construire autre chose. Donc, en gros, cette école, c'est pas normal. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants intègrent là-bas. Donc, je suis parent délégué. Mes enfants vont intégrer là-bas automatiquement, mais ce n'est pas une question pour mes enfants, parce que je me bats pour ceux, il y a des parents qui ne comprennent pas. Donc ceux qui sont là, si vous avez des parents qui ne comprennent pas trop bien les choses, expliquez-leur qu'il faut venir manifester. Il y a des gens qui comprennent, mais ils ont la flemme, et c'est vraiment dommage, parce que c'est juste pour nos enfants. Nous, ça y est, c'est fini, nous, notre avenir à nous, c'est juste pour essayer d'éduquer nos enfants. Donc eux, les politiciens sont là pour les protéger, mais en vérité, ils veulent juste enterrer nos enfants demain matin. D'accord. Et comment avance cette mobilisation? La mobilisation, régulièrement on a des réunions. Je passe le bonjour à tous les parents délégués qui se battent pour ça d'ailleurs, parce qu'ils prennent de leur temps. Ils ont autre chose à faire, mais ils ne le font pas. Ils sont là pour les enfants. Les réseaux sociaux, il y a une pétition qui circule sur Internet, c'est École Antoine de Rufy. Je vous invite à signer, bien entendu. C'est gratuit et c'est pour la sécurité de nos enfants. Il y a eu quand même une réunion qui s'est faite avec Madame Narducci. Elle nous a expliqué plein de choses, mais bon, ça ne sert à rien ce qu'elle m'a expliqué. Voilà, voilà, je voulais rester poli, tonton. Je voulais juste rester poli. On a une réunion avec Madame Narducci qui nous a expliqué, oui, non, nous vous comprenons. Ça fait 15 ans qu'on essaie de nous comprendre par rapport à cette école-là. Donc on continue à nous comprendre, mais ils ne font rien du tout. Il y a eu une réunion qui s'est passée avec certains parents délégués à l'académie pour essayer de faire pousser cette affaire un peu plus loin, bien entendu. Et là, on attend. Okay. On attend. Enfin, on attend. On n'attend pas. Ben, très bien. Ben, je vous remercie, Sofeni, et franchement, courage à vous. Ben, merci beaucoup de m'avoir fait participer à l'émission. Tu peux juste pas te servir quand tu te sers. Merci. Non mais est-ce que t'as bien lu l'article 27? Mais oui. T'as rien lu du tout, mec. Attends. C'est quoi votre problème? Non mais, y a pas de problème, mais juste, il faut voter. Je me suis renseigné, c'est super important en fait. Super important, je dirais pas ça. Hein. Bah si, quand même. C'est important de décider qui sera à la tête du gouvernement et donner son avis. Et tu penses vraiment que ton avis sera pris en compte, même si tu pouvais voter? En tout cas, ça reste un acte facile. Et ce serait cool qu'on puisse le faire aussi. C'est quelque chose de précieux. En quoi il est précieux, si ça compte pas vraiment? Des gens se sont battus pour l'avoir. Tiens, regarde, c'est écrit là. C'est un acte, même un devoir, citoyen, démocratique et fortement symbolique. Le problème, c'est qu'il nous fait faussement croire qu'il est un acte démocratique, alors qu'en réalité, le citoyen n'est pas un acteur central de la politique, mais joue le rôle d'un pion dans une démocratie représentative et non participative. Quoi? Dans notre démocratie, les citoyens ont comme pouvoir d'élire un représentant, mais ils n'ont pas le pouvoir de choisir et de contrôler les décisions du gouvernement. Les citoyens élisent des représentants, mais une fois élus, ce sont eux qui mènent les rênes. Justement, c'est important de choisir qui va tenir les rênes. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour l'avoir. T'es mignon avec ton droit de vote, mais qu'est-ce que tu fais si aucun des représentants te correspond? T'as toujours l'alternative de voter blanc pour montrer ton mécontentement. Mais à ce compte-là, autant pas voter du tout, c'est beaucoup plus anti-système. Ouais, mais imagine, si tout le monde s'abstient, ça pourrait être la dictature. On pourrait perdre notre liberté d'expression, pas d'espace pour revendiquer nos droits, ce serait la tyrannie. Ça a été difficile pour que tout le monde ait le droit de vote, les pauvres comme les riches, les femmes comme les hommes. Tu veux revenir à une monarchie, c'est ça, hein? Non, pire, le chaos total. C'est plus l'anarchie, c'est la fin du monde. Waouh, ça va pas aller jusque-là. Au contraire, ce sera notre révolution à nous. Un moyen de lancer un cri muet, mais chaotique, pour réécrire ensemble une nouvelle politique qui convient à tous. Waouh.
Non, mais si on fait ça, le gouvernement pourrait devenir encore plus restrictif. Bah, regarde, il y a des endroits, comme en Belgique, où l'abstention inflige une amende. Ah ouais, c'est quand même un peu chaud là. Hein. Ouais, j'avoue, là c'est un peu chaud. Non, mais le problème reste qu'on est mal informé. Ah ouais, ça c'est vrai. Non, mais vous avez totalement raison de dire ça. C'est vrai qu'on est mal informé. Et nous avons régulièrement au café Bouleg une journaliste qui aime bien faire la fermeture du bar, avec qui on a eu de longues discussions politiques, journalistiques. Et j'aimerais que, si jamais elle est là, Gaëlle, tu peux nous rejoindre, Gaëlle? Continuons ces longues discussions sur la malinformation. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Il me semble que récemment, tu avais participé à une formation de l'audiovisuel participatif organisée par Bouleg TV sur la malinformation, sur le journalisme citoyen. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était intéressant parce qu'on était un groupe divers. Et pour moi qui suis journaliste depuis 2012, c'était un grand plaisir de me retrouver avec des jeunes. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait travailler sur la question des effondrements à Noailles. Et il s'est trouvé que c'était un jour de manifestation contre la réforme des retraites, avec énormément de monde dans les rues de Marseille. Donc on a pris nos instruments journalistiques et on est allé poser des questions aux gens dans cette manif. Est-ce que la mauvaise information ou l'information, on va dire, un peu biaisée était au centre des débats? Oui, on a posé ces questions-là aux gens qui étaient là, donc des pompiers, des infirmières, des kidam. Voilà. Et on leur a demandé s'ils se sentaient assez informés. Ce n'était pas le cas. Ça te ferait plaisir qu'on le regarde? Eh bien, allez. Il y a un an, le 5 novembre, ont eu lieu les effondrements rue d'Aubagne. Pensez-vous avoir été suffisamment informé par les médias traditionnels? Non, il y a Mars Actu. Mars Actu et beaucoup sur Facebook en fait, sur les groupes sur lesquels je suis, c'est-à-dire l'information aussi passe un peu par en dessous, comme beaucoup de choses à Marseille, mais évidemment elle n'apparaît pas vraiment dans les grands médias. Les questions de mal logement, ouais, on le sait. Notamment tout ce qui se passe à Charles ou même pour les résidences causes pour les étudiants. Mais pour ce qui est de Noailles, moi j'en ai pas entendu parler. Nous dans la vie locale, en dehors des médias, par le réseau, on a fait information, mais par les médias, nous, Le travail des médias est quand même soutenir la société capitaliste actuelle. C'est ça le rôle des médias quand même. Je ne crois pas être trop délirant en disant ça. Mon identité de pompier, déjà, j'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas m'exprimer sur le fonctionnement global de l'État, de toute façon, il y a des budgets. Par contre, nous, au quotidien, c'est sûr que le mal-logement, l'indécence des logements et les conditions dans lesquelles vivent les gens, on le constate, c'est le cœur de nos interventions. On va là où il y a plus grand monde qui va. Donc nous, on le constate, pour ça, on n'a pas besoin de médias ou quoi pour être informé, parce que c'est vraiment le cœur de notre métier. Si vous étiez journaliste, quelles informations seriez-vous allé chercher? Les gens qui ont souffert déjà, voir ce qui est le plus urgent pour eux, et je pense que ça doit être le relogement, et voir aussi le suivi de ces gens, parce que ils ont quand même laissé toute une vie derrière, quoi, hein. Voilà. Et après, voir un peu aussi ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour ces gens, quoi. Pourquoi est-ce que ça bloque déjà l'attribution de logements, tout ça, alors qu'il y a plein de logements qui sont vides? Je pense que c'est une bonne piste de recherche déjà, savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. S'il y a des lois, s'il y a des espèces de trucs qui se font en interne, qui bloquent.
pourquoi est-ce que ça bloque déjà l'attribution de logements, tout ça, alors qu'il y a plein de logements qui sont vides. Je pense que c'est une bonne piste de recherche, déjà, savoir pourquoi est-ce que ça marche pas. S'il y a des lois, s'il y a des espèces de trucs qui se font en interne, qui bloquent. Depuis les effondrements, est-ce que votre regard sur la responsabilité des pouvoirs publics a changé? Peut-être qu'ils ont fait des petits efforts, parce que je pense que quand même, ils ont essayé de pallier à certaines choses, mais après le suivi des gens, après ce dégât qu'il y a eu, quoi, pas trop, parce que moi je vois cette copine qui est infirmière d'ailleurs, hein, et qui est toujours, elle n'a toujours pas d'appartement, quoi. Elle a été logée dans des hôtels, et c'est pas une vie, quoi. On sait que c'est déjà la merde, plus ou moins, enfin, pour ce qui est du mal logement à Marseille, que c'est déjà un problème important, donc c'est qu'un argument de plus pour dire qu'effectivement il faut qu'ils fassent quelque chose et qu'ils s'y mettent vraiment, donc bon, ça n'a pas vraiment changé. Que peut apporter un média participatif à l'information? Pour moi, dans le côté participatif, il y a un petit côté solidaire, il y a un petit côté qui implique tout le monde, que la différence enrichit. Et le participatif, ça implique tout le monde dans la société. Donc pour moi, c'est une connotation très positive. Donc dans le média, effectivement, ça peut apporter, démocratiser l'information. C'est quand même hyper important, l'information, de la démocratiser, qu'elle appartienne à tout le monde. Parce que des fois, elle est malheureusement manipulée, les médias sont manipulés. Donc c'est vrai que moi, ça me donne plutôt confiance d'entendre ce genre de médias, quoi. Même si je suis toujours vigilant. Mais notamment pour des causes comme la rue d'Aubagne, c'est des causes hyper importantes, le mal logement. Donc c'est très important si on peut avoir, si tous les gens peuvent avoir la parole là-dessus. Tu vois, c'est important de choisir qui on met à la tête du gouvernement pour avoir le moins de revendications à faire. Bah non, justement, il y a tellement de revendications que c'est pas l'élu qu'il faut changer, mais le système politique. Tu voudrais dire qu'il faut faire une révolution? Ha! Mais ouais. Ouais, allez, assume. Révolution. Non mais ça va bien, encore une fois, vous faites trop de bruit, c'est n'importe quoi. Mais en parlant d'élus, c'est marrant, j'avais vu il n'y a pas longtemps un reportage sur YouTube sur un maire de quartier à Marseille, un personnage très très intéressant. Regardez. On en est où là? C'est un peu long, non? Je suis prête, hein. Ah ouais, moi aussi. Vous commencez quand là? On n'a pas que ça à faire, il faut peut-être avancer, non? Ouais, parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais... Alors? Bon, on va aller chercher un mur là pour essayer que ce soit bien représentatif quand même, qu'on nous voit. Hein? Hein? On y va? On y va. On y va. Là, je pense que... Là, tu dis? Ouais. Ah, je me mets là? Là, c'est bien? C'est bien? D'accord. Je te mets là, c'est bon. Là, c'est bien. Bon, cette ville de Marseille et ce quartier méritent quand même qu'on le considère mieux que ce qu'il est. Il va falloir qu'on fasse... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Oh, arrêtez, non, coupez. Là, c'est pas compliqué. Là. Et puis là, tout ça, là. Voilà, là, tout ça, il faut faire ça. Donc, je disais, cette belle ville de Marseille, ce beau quartier dans lequel nous vivons, mérite que nous ayons une autre considération, mérite que nous lui donnions toute sa place dans la grande métropole, et je vais tout faire pour que tout soit mis en œuvre très rapidement. Vous pouvez compter sur moi, et je vous le dis, ça va être le meilleur quartier, le plus beau quartier de la ville. Super. On a un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? On a rendez-vous maintenant tout de suite, là il faut qu'on y aille dans 10 minutes. La commission dérogatoire des marchés. C'est maintenant qu'on me le dites? Ils nous attendent, on y va. Allez, on y va.
Bon, du coup, la prochaine réunion, c'est quoi qu'est-ce qu'on va aborder? Ah, laisse tomber la prochaine réunion. T'as vu la soirée qu'on a passée hier? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le champagne qu'elle nous a acheté, c'était. Alors, chez vous, tu l'as trouvé ce champagne? Je te filerai le Allez, on contact. s'en s'arrose. Allez. Allez. À la vôtre. À nous, hein, puis on va y arriver, vous allez voir. On en boira encore des coups. Oula, sur votre Twitter là, regardez. Oula, Regardez, quoi, oula, quoi, il y a une qu'est-ce manifestation. C'est pas bon. Oui, d'accord, mais prenez de la distance, ça va, on va s'en sortir, c'est pas grave. Ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut leur répondre. Allez, alors écrivez. Hashtag moi le maire. Voilà. Hashtag notre ville mérite mieux. Tout à fait. Voilà. Hashtag notre projet ira à son terme. Oui, Hashtag vous verrez qu'on a raison. super. Allez-y, envoyez. J'envoie. Voilà. C'est bon, on est top. Allez, on y va? C'est bon? Allez, bon, on y va maintenant. Allez-y. Mes amis, vous le savez, je suis pour la France. Je suis gaulliste. Je suis Marseille pour tous. Mes plans d'action, il faut que l'on fasse quelque chose contre les poubelles. Donc, on va lancer une battue contre les gabions. Le vrai problème à Marseille, vous le savez, c'est le Mistral. La solution, c'est nous! C'est nous. Ah oui, en effet, sacré personnage. Ouais. En tout cas, maintenant, c'est clair. L'engagement citoyen, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'ailleurs, j'ai déjà pris ma décision. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Le week-end prochain, Ouais. atelier cuisine avec ma grand-mère. T'es sérieux? Pourquoi pas? Allez, c'est l'heure de fermer. Finissez vos cocktails. Merci Gaël. On revient demain? Ici, je suis chaud. Allez, parfait. Demain, c'est là.